Alors ça c'est quelque chose que j'entends souvent. En fait le chien possède un ancêtre commun avec le loup, mais le chien ne descend pas du loup en fait. Même si on parle un peu en termes d'espèces, la finalité de chaque espèce est soit de disparaître, soit d'évoluer. On ne peut pas avoir l'ancienne espèce avec la nouvelle, euh, c'est pas possible. Donc du coup, si le chien descendait du loup, on ne pourrait pas avoir le loup et le chien, puisque le loup aurait disparu. Euh, mais non, en pratique, le chien a seulement un ancêtre commun avec. C'est plus son cousin. Ben, en fait, je suis très mitigé, mais ce serait plutôt non, puisque le chien a besoin surtout le chiot, hein, a besoin de connaître tout un tas de signaux et de comportements canins qui sont un moyen de communiquer hein, pour les chiens. Et si jamais le chiot ne les apprend pas, c'est problématique. Le problème, c'est que c'est pas les chiots qui vont lui enseigner ça, ce sont les adultes. Et en fait, le problème, c'est que. En fait, il y a deux problèmes. Le premier, c'est que les chiots sont que entre eux. Il n'y a aucun chien adulte, donc pour leur apprendre tout un tas de choses. Hein. Moi, je pense par exemple aux signaux d'apaisement. Les signaux d'apaisement sont des signaux qui permettent à un chien de dire soit je n'ai plus envie de jouer, soit j'ai pas du tout envie de jouer. Et le problème, c'est que les chiots ne les connaissent pas, c'est pas inné, je veux dire, ils ont besoin de l'apprendre, ils ont besoin d'apprendre ces signaux auprès de chiens adultes, ce qui n'est pas possible donc pendant l'école du chiot. Le deuxième problème, c'est qu'en fait, c'est les méthodes d'éducation qui sont pas bonnes. On n'enseigne pas à un chiot les ordres de base, assis, couché, debout, au pied. Ben, on les enseigne pas dans un endroit bourré de distractions avec plein de congénères et des odeurs partout, des choses à explorer. C'est pas possible. En fait, ça correspondrait plus à ce qu'on appelle les 3D. Donc la distance, la durée et la distraction, c'est la dernière étape d'un apprentissage, à l'apprentissage d'un ordre. Sauf qu'à l'école du chiot, on commence par la dernière étape. Donc ça ne marche pas du tout. Alors, effectivement, oui, le problème, c'est bien la dominance. Mais pas chez le chien, hein, chez l'homme. C'est l'homme qui agit dans un rapport de dominance. Et c'est l'homme qui est très attaché à la hiérarchie. Le chien ne fonctionne pas comme ça. Hein. Le chien, ça, c'est ce qu'on. Il y a beaucoup de gens qui le croient, hein, mais c'est pas vrai. Le chien ne fonctionne pas du tout dans un rapport. Mais l'éthologie n'enseigne pas du tout ça. Hein. L'éthologie n'enseigne pas du tout que le chien est une espèce qui fonctionne en hiérarchie et avec de la dominance. Ça, c'est pas vrai du tout. Le chien est un animal qui vit majoritairement seul, mais qui est amené à vivre en groupe, par des tout petits groupes qui fluctuent, donc avec 3, 4 individus. Et ce sont des groupes qui durent pas très longtemps. Je veux dire, c'est rare. Les rares sont les groupes qui durent plus d'une journée. En fait, le chien, il est opportuniste. Et si à un moment donné, il est amené à rencontrer un chien et qu'il est dans son intérêt de rester avec ce chien parce que, je sais pas, il a faim et puis ce chien est un bon chasseur, eh bien, il le fera. Mais après, ils vont chasser, ils vont manger et puis chacun reprend sa route. Hein. Il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de dominance. Hein. Alors, ça, c'est quelque chose que j'entends souvent. J'entends souvent des gens me dire ah oui, mais il m'a fait ça ce matin, ça y est, c'est de la vengeance, il veut se venger. Sauf qu'en fait, non, parce que le chien ne connaît pas la vengeance. Hein. C'est quelque chose d'humain. Le chien est toujours honnête. Alors ça, c'est quand même une de ses grandes qualités, c'est que soit il nous aime pas, mais il sera toujours honnête. Il connaît pas l'hypocrisie, il connaît pas la vengeance, il connaît pas la rancœur. Ça, c'est des choses qui sont très humaines. Hein. Un chien qui, par exemple, va dépouiller un canapé, c'est pas par vengeance. C'est pour d'autres raisons. C'est des raisons qui sont plus complexes. Ça peut être par anxiété de séparation, enfin des choses, voilà. Mais le chien n'agit jamais par vengeance ou par rancœur. C'est pas possible.
Alors, il y a une très grosse confusion entre la race et la lignée. Une race dangereuse, ça n'existe pas. Il n'y a aucune race dangereuse. Il n'y a que des lignées qui sont problématiques. Par exemple, on peut avoir un chihuahua qui est plus dangereux qu'un malinois ou qu'un berger allemand. Tout simplement parce que les lignées sont mal gérées. En fait, quand on adopte un chien, et notamment, par exemple, je prends l'exemple du malinois, quand on adopte un malinois, il faut faire très attention. Parce que moi je vois souvent des malinois qui sont issus d'une lignée de sécurité et dont on a sélectionné les comportements réactifs, donc proactifs. Ben, ces chiens-là, donc, ils vont être dans une optique de violence, très clairement. Se dire, voilà, moi si j'ai peur, je ne suis pas programmé génétiquement pour reculer, moi j'attaque. Eh bien, ces chiens-là, on les retrouve dans des familles, avec d'autres chiens, des enfants. Ben là, c'est la catastrophe. Là, c'est la catastrophe, et ce chien va vite développer des problèmes de comportement, en fait, ça va être un gros problème. Mais c'est pas le malinois le problème, c'est pas la race du malinois, c'est la lignée de laquelle il est issu. Voilà. On peut trouver des malinois qui sont très gentils, mais si l'éleveur ne fait pas son boulot et que l'adoptant ne le fait pas non plus, eh ben on se retrouve avec des chiens violents dans des familles. Ça, c'est une question qui est assez large. Moi, je dirais que ça dépend des besoins du chien, donc choisissez en fonction de ses besoins. Si je suis très sportif, bah, je vais prendre un chien sportif. Si je suis un petit peu absent, voilà, je vais éviter de prendre un chien qui ait de trop gros besoins intellectuels, comme par exemple les bergers australiens, les border collies. Voilà, moi je prendrais plus un Yorkshire si j'étais pas là beaucoup. Enfin voilà. C'est assez compliqué de répondre à cette question, c'est vraiment trop large, mais faut se focaliser sur les besoins. Alors, un chien qui vole, faut d'abord déduire les causes. Alors, je suppose que on parle de nourriture. Un chien qui vole, alors ça peut être soit parce qu'il a faim, donc à ce moment-là, il faut revoir sa dose, il faut bien essayer de respecter les doses, et penser à lui retirer sa gamelle 15 minutes après lui avoir donné, pour être sûr qu'il s'alimente bien. Ou alors, ça peut être simplement qu'il n'est pas bien éduqué, et donc faut travailler par le biais de séances d'éducation à lui apprendre le pas toucher, le tu laisses, à respecter la nourriture des autres. Ça, c'est un apprentissage. Le mordillement, c'est quelque chose de complètement naturel. Alors, on parle d'un chiot. Le mordillement, déjà, le chiot a mal aux dents. Ses dents d'adulte poussent, et donc poussent les petites. Donc, évidemment, ça fait mal. Comme pour les bébés, le chiot a besoin de se faire les dents, et donc il va prendre un peu tout ce qu'il a sous la dent pour se soulager. Aussi, le chien, il n'a pas de main. Nous, on a des mains pour explorer le monde, lui, il n'en a pas. Donc il a sa gueule, donc évidemment, il mordit. L'erreur que je vois souvent, ce sont des gens qui empêchent leur chien de mordiller. Ça, c'est une très grosse erreur, parce que si on interdit à son chien de mordiller, il ne va plus mordiller. Sauf qu'il ne va jamais apprendre ce qu'on appelle la morsure inhibée, donc c'est une façon de gérer sa morsure pour le chien. Même adulte, il mordra fort. Il ne contrôlera pas sa morsure. Donc vraiment, ne jamais interdire au chien de mordiller. Il faut plutôt le rediriger avec un jouet quand il nous fait mal. Alors, le grognement, c'est un comportement qui est complètement naturel aussi. Le grognement, ça peut être plusieurs choses. Alors, ça peut être un avertissement qui traduit un signe d'inconfort. Donc, par exemple, un chien nous dit ça me plaît pas trop ce que tu me fais là. Veux-tu bien arrêter parce que moi, ça me met mal à l'aise. Voilà, c'est l'étape avant la morsure.
C'est bon signe, hein. Un chien qui grogne, c'est bon signe, puisque ça veut dire qu'il est en bonne santé, ça veut dire qu'il n'a pas de problème de comportement, puisqu'un chien dont on a appris à ne pas grogner, effectivement, il va pas grogner. Par contre, il va mordre directement. L'autre grognement, ça peut être le grognement du jeu aussi. Il y a des chiens qui grognent en jouant, hein, tout simplement parce qu'ils s'amusent, et donc voilà. Il faut pouvoir différencier les deux, mais généralement, les gens ne font pas l'erreur. La marche en laisse, il faut se dire que c'est pas du tout naturel pour le chien. Le chien n'est pas un animal qui marche, c'est un animal qui trotte, 3 fois plus vite que nous, hein, 15 km/h. Nous, on va à 5-6 km/h. Donc pour le chien, c'est très difficile de marcher en laisse, mais la laisse est nécessaire, puisqu'on en a besoin pour aller en ville, voilà, pour se déplacer. Généralement, dans les clubs d'éducation, surtout associatifs, la marche en laisse est très très mal apprise. On apprend au chien le haut pied en tirant sur la laisse, sauf que en fait, on apprend au chien à tirer sur la laisse, c'est pas du tout à marcher au pied. En fait, il faut d'abord travailler une marche au pied, mais sans laisse. En fait, il faut faire comprendre au chien que la laisse, c'est pas vraiment ce qui est important. On travaille d'abord la marche au pied avec le chien, sans laisse. Ensuite, on ajoute une longe, et ensuite, on met la laisse. Voilà. Le but est de faire comprendre au chien que la laisse n'a pas vraiment d'importance et que c'est le type de marche qui compte. Voilà. Faut aussi dire que le principe, c'est la liberté. La laisse, c'est une exception. Voilà, la laisse, c'est vraiment quand on a besoin. Mais c'est très important de donner au chien une balade en liberté. Hein. C'est-à-dire qu'on a besoin de mettre au moins 2 fois plus de temps en liberté que ce qu'on a en laisse. Voilà. Alors si j'essaie de faire court, l'éducation traditionnelle, son principe est d'ignorer les bons comportements et de sanctionner les mauvais. L'éducation positive, c'est l'exact inverse. On ignore les mauvais comportements et on récompense les bons. En fait, le problème de l'éducation traditionnelle, c'est qu'elle est complètement inefficace. Elle marche très bien à court terme, ça c'est sûr. À court terme, en fait, si je dispute mon chien parce qu'il a fait une bêtise, et attention, parce que pour moi, une bêtise, c'est... Enfin, je veux dire, c'est pour moi que c'est une bêtise. Hein. Le chien n'a pas du tout la même perspective. Si mon chien fait une bêtise et que je le dispute, déjà ça a une chance sur 2 de marcher, parce que pour le chien, crier est égal inviter au jeu. Donc voilà. Soit il va vouloir jouer avec nous, soit il va se tétaniser de peur. Et si on est dans ce cas-là, effectivement, le chien va arrêter ce qu'il fait, et il va arrêter pour de bon. Hein. C'est-à-dire que voilà, il ne le refera plus. Je voyais par exemple dans l'émission 30 millions d'amis un éducateur qui enseignait le pas toucher à un chien en lui hurlant dessus. Effectivement, ça marche bien. Le chien ne vole plus de nourriture, ne touche plus à la nourriture. Sauf que qu'est-ce qui va se passer après ? Ce chien ne va plus être disputé. Il va plus y avoir de stress provoqué au moment de voler quelque chose. Donc il va reprendre. Il va recommencer. Le mauvais comportement reviendra. Et en fait, on sera dans un cercle vicieux. Le chien sera éduqué par intermittence, quoi. Si on évite de dire que ça pose des gros problèmes psychologiquement parlant, parce qu'on parle aussi de violence psychologique et émotionnelle, un chien qui subit ces violences n'en sort pas indemne. Donc c'est un chien qui va être anxieux, c'est un chien qui va être confronté à des niveaux de stress absolument énormes et qui peut potentiellement devenir dangereux. Alors pour l'instant non. J'ai entendu une femme qui avait domestiqué un loup sans le savoir en pensant que c'était un chien, mais c'était un loup qui était issu d'un travail génétique, donc qui était le 5e de la génération, 5e génération, et donc ces 5 générations ont été entraînées à être avec l'homme, à être dans des familles, voilà, donc c'était un loup plus domesticable. Après, si on fait ça avec les loups, dans quelques décennies, oui, on pourrait voir des loups en théorie domestiqués.